Bonjour à tous, bienvenue dans les clés de l'agriculture. Aujourd'hui, invité Christiane Lambert, présidente de la FNSEA. Madame Lambert, bonjour. Bonjour. Alors, une question toute simple, toute bête. Comment allez-vous et comment va le moral des agriculteurs français? Je vais très bien. Pas de problème de santé, Dieu merci. C'est une chance en ce moment dans notre pays. On a vu beaucoup de malheurs et donc quand on a la santé, il faut dire tout va bien et travailler et se satisfaire. Nous avons beaucoup travaillé pendant ce confinement parce qu'il y avait beaucoup de sujets de préoccupation pour les agriculteurs. Il y a eu énormément de décisions qui ont impacté l'agriculture, mais les agriculteurs étaient fiers de travailler pour nourrir. L'alimentation a été au centre de beaucoup de débats et ça nous a fait du bien. Alors, parlons clair, pour certains secteurs, il y a eu peu de changements avec ce confinement. Par contre, pour d'autres secteurs, c'est un véritable tsunami qui s'est abattu, par exemple sur la filière horticulture et pépinière, arrêt des ventes, donc perte, destruction de leurs produits. Idem pour le secteur des frites industries, avec moins 75% de consommation, la fermeture des restaurants, les canards, les pigeons, les cailles, les muscles de bovins. On a vraiment des filières qui ont souffert énormément et sur lesquelles nous nous penchons en ce moment. Mais c'est intéressant de voir comment les Français, pendant ce confinement, ont consacré plus de temps à cuisiner, à choisir leur alimentation, à prendre le temps d'aller faire leurs courses chez les producteurs et à finalement plus commenter l'alimentation, à poster leurs recettes, à faire des gâteaux, à acheter des machines à pain. Les Français se recentrent sur l'alimentation et tant mieux. Et puis le président de la République a parlé à plusieurs reprises de souveraineté alimentaire. C'est quand même quelque chose d'important dans la bouche d'un président de la République. Et c'est en quelque sorte un discours charnière qu'il a eu, puisque auparavant, il était quand même beaucoup sur la montée en gamme en France, un petit peu la vuittonisation de l'agriculture française, que du haut de gamme, que du haut de gamme. Il y a place pour toutes les gammes dans notre pays et les Français ont besoin de cette diversité. Justement, à ce propos, Madame Lambert, il y a aujourd'hui, le ministre de l'Agriculture s'est exprimé chez nos confrères de Sud Radio, justement concernant cette souveraineté et bien sûr aussi un sujet important que vous évoquez indirectement finalement, c'est le prix des produits français. Je vous propose de l'écouter, on se retrouve dans 20 secondes. Dans le cadre de ce qu'a voulu le président de la République sur la souveraineté alimentaire, sur la souveraineté agricole, sur notre indépendance, il va falloir faire en sorte que les Français puissent acheter, et je réponds précisément à votre question, à des produits qui ne sont pas beaucoup plus chers que s'ils viennent de l'étranger. Sans ça, ça n'ira pas. C'est ça l'enjeu des semaines qui viennent. Il faut que l'agriculture française, qui est une agriculture de grande qualité, puisse nourrir la masse, puisse nourrir le plus grand nombre de nos concitoyens. Ça ne peut pas être j'ai de l'argent, je suis bobo, je vis dans tel ou tel quartier, etc. J'achète bio, je n'ai pas d'argent, j'ai 3 gosses, ben je ne peux pas acheter bio parce que c'est trop cher. Madame Lambert, j'ai envie de dire là, tout est dit malheureusement. On a des produits de qualité, produits bien faits. Malheureusement, dans les marchés, dans les supermarchés, ils arrivent souvent beaucoup trop chers. N'est-ce pas finalement peut-être le nœud du problème? Ça dépend qu'est-ce qu'on appelle trop cher. Depuis 40 ans dans notre pays, la politique de consommation a pris le pas sur la politique de production. Tous les distributeurs s'acharnaient à remplir leurs grands magasins de distribution, leurs grands hangars commerciaux, avec des produits moins chers, quitte à les faire venir du bout du monde. Et ça s'est fait au détriment de l'agriculture française. Donc les gouvernants ont été également complices de ce sujet, et c'est en quelque sorte le pouvoir d'achat des consommateurs au détriment du pouvoir d'achat des producteurs. Résultat des courses, on a perdu énormément de production française. Savez-vous que la France importe aujourd'hui plus de produits de l'Union européenne qu'elle n'exporte vers l'Union européenne? C'était l'inverse il y a 20 ans. Nous sommes devenus dépendants pour les fraises à 55%, pour les tomates à 50%, pour les courgettes à 60%. Nous ne sommes pas autosuffisants en protéines. Donc la France a laissé filer son agriculture. Et quand le président de la République et puis le discours dominant était monter en gamme, c'était il fallait toujours faire mieux, mais en disant aux consommateurs, l'accès à l'alimentation et manger moins cher, c'est nécessaire. Franchement, quand vous achetez une chemise française ou que vous achetez une chemise bangladi, indienne ou chinoise, vous savez que vous payez pas le même prix. Quand vous achetez une voiture française ou allemande, elle n'a pas le même prix. Quand on achète des produits de qualité, produits avec des conditions premium par des salariés qui sont payés 1 500 € par mois, alors qu'ailleurs ils sont payés 250 € par mois, c'est évident que c'est un coût plus élevé. Mais ça fait des entreprises en France et des emplois en France.
est-ce que aujourd'hui finalement le consommateur, le travailleur qui va avoir des problèmes d'emploi, bien sûr, des problèmes de fin de mois, lorsqu'il va faire ses courses, aussi regarde son porte-monnaie et malheureusement, quand il a des fraises européennes hein, qui viennent d'Espagne à 7 euros, à deux fois moins cher, pardon, que des fraises françaises, malheureusement, il fait des choix aussi. Et encore, je parle d'un produit presque de luxe, les fraises. Mais ce qui est important, c'est que les consommateurs sachent qui gagne quoi et soient informés, que c'est des fraises françaises ou que c'est des fraises espagnoles. Et après, c'est en conscience qu'ils achètent. Évidemment, si tout le monde achète des fraises espagnoles, finit la production de fraises en France. Mais on supprime 100 000 emplois en France. C'est un choix. Ça a été fait pour le textile. On voit ce que ça donne quand on n'a plus de masques. Il faut pleurer en Chine pour avoir des masques. Ou alors il faut dire aux entreprises, vite, 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 remettez-vous à faire des masques. Et c'est là où le mot de la souveraineté est un mot important. Souveraineté pour la santé, souveraineté pour l'alimentation. Le président de la République a dit, confier les clés de notre alimentation à autrui serait folie. Donc c'est important de pouvoir nourrir les Français à tout moment, y compris en période de crise. Et moi, je m'inscris en faux par rapport à ce qu'a pu dire le ministre, si j'ai bien compris ce qu'il a dit. Pour manger bien, il faut manger bio. Non. On peut tout à fait manger très bien en France sans manger des produits issus de l'agriculture biologique. Les produits issus de l'agriculture biologique sont plus chers et c'est normal, ils le resteront. Parce que ce sont des conditions de production qui coûtent plus cher. Mais dire que pour manger bien, il faut manger bio, c'est une erreur. Ou alors, 90% des Français mangent mal, ce qui est faux. Donc on a des produits sanitairement irréprochables, des signes officiels de qualité pour 25% des produits. Les produits bio, ça représente aujourd'hui 5% de la consommation française. 5%. Donc on va pouvoir doubler peut-être, monter à 10%, et pas insulter les gens, 90%, qui ne mangent pas ces produits-là. Donc ne sombrons pas dans l'effet de balancier où on balance des anathèmes contre l'un ou contre l'autre. Soyons sérieux. Alors, on va parler 2 minutes de la Commission européenne. Elle s'est pas mal exprimée ces derniers temps avec deux choses, bien sûr, le pacte vert hein, qui commence à rentrer dans le pipe en tant que tel. Et la semaine dernière, la Commission européenne a dit, voilà, il faudrait avoir 25% de terres cultivées en bio et alors 50% de produits phyto en moins. Et également, la Commission européenne, je crois, a annoncé ces derniers jours une augmentation du budget consacré à la politique agricole commune, plus 7%, si j'ai bien lu. Ça, c'est une bonne nouvelle? Alors, c'est une bonne nouvelle par rapport à la mauvaise nouvelle précédente qui était l'affaiblissement très fort, moins 15% du budget. Donc, quand on remet de l'argent sur un budget qui avait beaucoup baissé, au final, c'est encore une baisse, mais une baisse moins importante. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que la Commission européenne, en même temps, annonce un budget global à la baisse par rapport à la période de programmation précédente et affiche beaucoup plus d'exigences qualitatives en direction des agriculteurs. Vous allez devoir faire mieux, beaucoup plus, et vous aurez moins d'argent. C'est compliqué. Donc, nous comprenons qu'il y a un mouvement de transition et il est nécessaire. Et la France, d'ailleurs, est plutôt bonne élève au niveau européen. Sur le sujet des phytos, il y a 4 pays qui ont été salués comme ayant engagé des démarches de réduction, dont la France. Après, il ne faut pas qu'il y ait des objectifs dogmatiques. Et ce que je regrette, c'est qu'il n'y a aucune étude d'impact économique, social, environnemental sur ces chiffres d'orientation qui ont été donnés. En France aussi, il a été décidé de réduire l'usage des produits phytosanitaires. En France, nous avons fixé un objectif de 15% de produits en agriculture biologique, ce qui est déjà un objectif ambitieux parce que c'est doubler ce que nous faisons aujourd'hui. Il faudra que les consommateurs suivent quand il y a des produits qui sont 30% plus chers. C'est pas sûr. Parce qu'avec les problèmes de pouvoir d'achat qu'il va y avoir, je crois que tous ceux qui vont être licenciés, qui vont perdre leur emploi, leur préoccupation, ça sera peut-être pas de manger bio, mais ça sera d'avoir un panier équilibré pour nourrir leurs enfants tous les jours de façon diversifiée. Donc, attention quand même à cette commission qui nous dit 25% sans faire aucune étude de marché. Je crois que c'est les bio qui sont inquiets. Parce qu'ils se disent, voilà un afflux de produits qui risque de faire s'effondrer les cours, alors que les bio ont besoin de prix meilleurs parce qu'ils ont des conditions de production plus complexes. Alors, vous avez également écrit, mis en ligne un manifeste pour une souveraineté alimentaire solidaire. Alors, c'est du solide, hein. Il y a un certain nombre de pages, d'idées, de points. Il y a notamment 4 axes principaux. Créer un pacte de confiance entre les citoyens et les agriculteurs. Le deuxième axe, réorienter nos politiques publiques. Le troisième, faire de la souveraineté alimentaire un enjeu stratégique pour notre pays et pour l'Europe. Et enfin,
aller vers plus d'Europe. C'est votre programme politique, d'une certaine façon? Oui, c'est au moment de la crise Covid, on a beaucoup entendu, il faut préparer le monde d'après. Et tout le monde y est allé de son couplet en disant voilà ce qu'il faut faire, etc., etc. La FNSEA, qui représente la grande majorité des agriculteurs français, secteur prépondérant, un secteur qui est apparu essentiel pendant la crise, puisque le président de la République a dit lui-même, nous avons 3 priorités, se soigner, se nourrir, travailler. Se soigner, nous avons applaudi les soignants, ils ont fait un travail remarquable avec beaucoup d'abnégation, chapeau bas. Se nourrir, oui, parce que quand les Français ont consommé plus 350% de pâtes en une semaine, plus 250% de sucre en une semaine, heureusement que l'industrie agroalimentaire a été agile et a pu répondre, mettre en sac, préparer et répondre en cas de crise. Les industries ont tourné à 100%, jour et nuit, en 3 fois 8, y compris pour emballer du lait, de la farine, etc. Donc l'agriculture a été au rendez-vous et diversifiée. Il n'y a pas eu de rupture de chaîne chez nous. Donc la sécurité alimentaire, pas de pénurie, pas de panique, c'est très précieux. Par contre, c'est fragile. Et dans ce manifeste, nous disons ce qu'il faut faire pour pouvoir améliorer la souveraineté alimentaire, un pacte avec les Français, parce qu'il faut que les consommateurs nous suivent. On sait très bien qu'il y a des débats, il y a eu des débats difficiles, de grandes critiques en direction de l'agriculture, certains ne voyant que les circuits courts, alors que ce qui a marché pendant la crise Covid, c'est quand même aller au supermarché et remplir ses placards pour 3 mois de produits qui se conservent. Donc, il y a des paradoxes comme ça qu'on a pu noter, parce qu'en période de crise, des gens sont moins... Les Français ont quand même été contents de découvrir, pour certains, le circuit court, la proximité des livraisons à domicile, etc. Il y avait de belles initiatives dont on a parlé d'ailleurs sur les clés de l'agriculture pour montrer là aussi que tout simplement les agriculteurs étaient aussi en proximité des citoyens consommateurs. Ils ont été très agiles aussi parce que certains agriculteurs vendeurs directs ont augmenté de 100% leur commercialisation, ont improvisé des drives, des livraisons, etc. On fait 15-16 heures de travail par jour pour répondre. Donc, tous les modèles ont permis de répondre, 70% en grande surface, 30% à côté, et on a besoin de tous les modèles parce que tout le monde ne peut pas aller en circuit court, tout le monde n'aime pas la grande distribution, donc gardons cette diversité. Il faut changer les politiques publiques aussi parce que ça fait 15-20 ans qu'on laisse filer la production de légumes et de fruits en France, on est devenu trop importateur. Tout comme on a laissé filer la production de poulets entrée de gamme parce qu'on apprenait que le haut de gamme. Et aujourd'hui, dans les cantines, les hôpitaux, les prisons, nos convives ne mangent que des poulets allemands ou polonais. Alors qu'on sait faire ces poulets-là. Est-ce qu'il est encore possible de faire simplement machine arrière pour revenir à quelque chose de plus équilibré? C'est possible ou pas sur un plan économique, industriel, organisationnel? Une question toute simple. C'est pas machine arrière, il faut faire machine avant. Il faut faire machine avant pour reconstruire cette autonomie alimentaire que nous avons laissé s'effilocher. On a laissé partir des hectares de fraises, des hectares de fruits, des kilos de viande. Nous voulons cette souveraineté alimentaire. Donc, il faut une politique d'installation de bâtiments, d'installation de serres, de modernisation, d'industrialisation. Le président a aussi dit souveraineté alimentaire, sanitaire, technologique et industrielle. Tout le monde envie l'Allemagne qui a gardé des usines. En France, le mot usine et le mot industriel étaient devenus des gros mots. Donc, je pense qu'il y a aussi quelques réveils, peut-être un petit peu douloureux, mais qui nous permettent de voir que nous pouvons aller de l'avant et créer de l'emploi en France. Faire ces activités du secteur primaire, la production agricole et la pêche, c'est permettre des emplois non délocalisables, qui sont ancrés dans les territoires. Nous avons un vrai savoir-faire. L'alimentation à la française, la gastronomie à la française sont reconnues partout sur la planète. C'est une vraie pépite. Donc, nous pensons qu'il faut aller de l'avant, refaire ces productions, des industries qui les transforment et qui permettent de les stocker. Regardez ce qui se passe avec le lait. Les déplacements de population avec des enfants qui meurent de faim et de soif par milliers à l'autre bout de la planète, c'est du lait en poudre séché en France et en Europe qui va permettre de faire les rations pour éviter que ces personnes-là meurent de faim. Et tout ça, pour nous, la bonne dimension, c'est l'Europe. La souveraineté alimentaire solidaire, c'est commercer, ne pas se replier, ne pas être en autarcie. On continuera à acheter du thé, du café, des fruits, des ananas, des mangues, parce que nous sommes habitués à cette consommation et il faut le garder. Mais il faut aussi que quand on est un grand pays de production de blé, on puisse alimenter l'Égypte, qui a 85 millions d'habitants, mais moins de 10% de sa surface en surface cultivable. Le reste, c'est des déserts. Donc, on a cette nécessité de commercer en commerce équitable. Les accords commerciaux distorsifs, nous n'en voulons plus. C'est pas normal qu'on mette en concurrence
des pays qui n'ont pas les mêmes règles et l'agriculture française, et d'ailleurs les consommateurs le disent, n'importons pas l'alimentation que nous ne voulons pas dans nos assiettes. Qu'est-ce que vous pensez de la remarque que je vais essayer de vous synthétiser du député Ramos, que vous connaissez bien évidemment. Il y a quelques semaines, pendant le confinement, il s'est exprimé sur les clés de l'agriculture. Il disait, écoutez, une façon peut-être pour qu'on consomme plus français, on évite de se faire envahir par des produits qui viennent à bas prix, des produits alimentaires notamment, mettons une sorte de TVA spécifique sur ces produits-là et abaissons la TVA sur nos produits en France. Ne serait-ce pas, après tout, une idée comme une autre? Il y a beaucoup d'idées de taxation. Moi, je me méfie toujours des taxations, mais par contre, ce que l'on voit quand même, c'est que plus globalement, la France est un pays qui taxe le travail. Donc, il y a un travail qui est plus cher en coût global en France. Et nous avions proposé de taxer les produits importés pour financer la protection sociale et garder de l'emploi en France, y compris dans la production agricole. La baisse des produits de première nécessité, c'est aussi ce que viennent de proposer les Républicains. D'autres proposent de détaxer les produits bio. Plein de gens ont des idées en ce moment. Le plus important, c'est l'accès à l'alimentation pour tous. On sait qu'il va y avoir de plus en plus de personnes démunies. On sait qu'il y a du gaspillage alimentaire encore beaucoup trop. Donc, nous travaillons aussi pour ces personnes les plus démunies. Ça ne peut pas fonctionner qu'avec des dons. Nous avons aussi prôné, et nous sommes en train de le réfléchir, ce que les États-Unis font avec ce qu'ils appellent les food stamps, les timbres alimentaires. Donner aux plus démunis des droits d'acheter de l'alimentation. C'est-à-dire pas un chèque et tu vas acheter ce que tu veux, mais une ration de base selon le nombre de personnes dans la famille où on met à disposition des produits alimentaires, de la farine, du lait, du sucre, des fruits, de la viande, ce que font les associations caritatives en quelque sorte, mais à grande échelle pour toutes ces personnes qui sont démunies. En tout cas, l'alimentation est devenue centrale et on voit bien là les inégalités. C'est-à-dire que quand les enfants ne mangent plus à la cantine, qui était souvent gratuite pour certaines populations, ils n'ont pas les moyens de payer l'alimentation à la maison. D'où l'importance d'avoir une alimentation entrée de gamme, mais il faut quand même que les agriculteurs gagnent leur vie. Et ça pose la question de la répartition de la valeur entre le producteur, le transformateur, toute la logistique, et puis les commerçants, grands distributeurs au premier rang desquels, et l'ensemble des commerçants. Donc toutes ces questions sur l'alimentation sont des questions essentielles, et je pense qu'il faut le poser avec une approche économique, sociale, environnementale et territoriale. Et comme il y a beaucoup de sociologie derrière l'alimentation, il ne faudra pas négliger la perception des décisions qui seront prises. Madame Lambert, merci beaucoup d'être venue sur les clés de l'agriculture à distance, nous parler de ces différents sujets. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de s'entretenir un peu plus tard sur la suite. Évidemment, un gros chantier vous attend. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup.